directement sur notre site internet. Donc bonjour tout le monde, merci de votre présence pour cette présentation de l'appel à candidature de la quatrième année, donc de 2026. Et l'objet, c'est de vous présenter justement les nouveaux programmes anti-chute à déployer en EHPAD basés sur l'activité physique adaptée. Je m'appelle Mathieu Vergniaud, je suis enseignant en activité physique adaptée, je suis responsable de la mission sport santé au sein de la direction de la protection de la santé et de l'autonomie, dans la direction déléguée de l'autonomie. L'objectif du webinaire, c'est sur 4 points, vous exposer rapidement le volet d'activité physique du plan anti-chute, régional notamment, avec la fiche correspondante sur laquelle on avait travaillé pendant quelques temps, et de prendre connaissance également des recommandations internationales d'activité physique qui vont finalement appuyer en fait l'organisation même du programme anti-chute. En troisième point, de faire un rapide retour sur l'avis des professionnels rencontrés dans le cadre de l'évolution des programmes anti-chute. Et ça, c'est extrêmement important parce que la construction de cette évolution-là ne peut se faire sans votre expertise finalement de terrain. Et le quatrième point, c'est de vous présenter finalement la nouvelle version de l'appel à candidature des programmes anti-chute à déployer en Nouvelle-Aquitaine. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Je vous demanderai juste de bien couper vos micros. Ça nous éviterait justement quelques problématiques. Je vais essayer de le faire également de mon côté. Donc, si on passe sur le premier point, il y a eu une thématique assez importante au niveau national sur le plan anti-chute qui a démarré en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et on a eu de notre côté, au sein de l'Agence régionale de santé, une déclinaison en région justement de ce plan anti-chute. Ce qui nous a permis notamment dans l'axe 4, qui était dédié à l'activité physique meilleure arme anti-chute, de structurer une fiche action bien spécifique sur la structuration des programmes anti-chute en EHPAD notamment. Comment on a structuré justement ces programmes? On s'est appuyé sur la preuve scientifique ou plusieurs preuves scientifiques pour organiser un programme type. Et aujourd'hui, on a deux grandes recommandations. La première, c'est l'expertise collective de l'INSERM qui est parue il y a quelques années déjà autour de la prévention des chutes par l'activité physique chez les personnes âgées et de façon plus générale également en institution. Et puis, on a aussi une recommandation plutôt sous forme de revue de littérature importante sur la preuve, en tout cas les preuves que nous donnent les programmes de façon générale d'activité physique en lien avec les préventions des chutes. Et on a normalement un programme à suivre qui semble bien fonctionner, c'est-à-dire au moins 2 heures de pratique par semaine, sur au moins 6 mois d'accompagnement, avec des durées de séance autour de 45 à 60 minutes, avec si possible un jour de repos entre les séances. Le contenu des séances, il est assez libre finalement. Ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre en place des exercices de renforcement musculaire, soit assis, soit debout, des exercices d'équilibre, a fortiori debout en tout cas, et puis bien évidemment s'appuyer sur les logiques internes spécifiques aux activités physiques, sportives, artistiques. Et ça, c'est une des expertises des enseignants en activité physique adaptée notamment. Ce qu'on remarque dans la littérature, c'est que, il y a un effet dose, c'est-à-dire que plus les personnes âgées font de l'activité physique, soit de façon encadrée, structurée, soit en dehors de ces séances, notamment par de la déambulation, notamment par d'autres types de pratiques, que ce soit en atelier, en lien avec les professionnels de la rééducation ou en lien avec les professionnels de l'animation, on a un effet dose-réponse. Donc, plus ils pratiquent, plus ils bougent, plus on remarque une diminution du nombre de chutes et du risque de chute d'environ 30%, ce qui est assez énorme finalement quand on sait le coût d'une chute, notamment en lien avec les séjours hospitaliers. Les évolutions des programmes anti-chute, en fait, elles ne viennent pas de nulle part. La première, c'est que nous, depuis 2023, au sein de l'ARS et avec les différents collègues qui travaillent avec moi sur cette thématique, on finance plus de 750 programmes depuis 2023 pour à peu près plus de 400 EHPAD au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est quelque chose qui se structure, qui est de plus en plus structuré et on a un déploiement qui est plutôt intéressant au niveau de la région. Cependant, quand on échange, et on échange depuis plus de 3 ans maintenant autour de ces programmes-là, on remarque plusieurs difficultés, soit qui émanent des prestataires en activité physique adaptée, soit des salariés, mais également des directions, des établissements. Donc, il fallait faire quelque chose. Et donc, il était plus que nécessaire de faire évoluer ces programmes sur la durée, concernant les évaluations, concernant les résidents inclus. Et puis surtout, cette évolution de programme, elle s'appuie sur des
recommandations de la journée régionale de prévention des chutes qu'on a eu l'occasion d'organiser l'année dernière, et également sur des recommandations du rapport de la mission interministérielle sport-santé de Lande, qui est paru en 2025 et qui évoque dans ses recommandations la généralisation d'un mi-temps d'enseignant en activité physique adaptée, ce qui est également apparu dans les recommandations de la journée régionale de l'année dernière, et puis dans le rapport d'information qui est paru il y a quelque temps sur l'évaluation de la loi visant à démocratiser le sport en France. Cette recommandation a été reprise, elle a été critiquée, mais il semble que ce soit une thématique plutôt intéressante, poussée au niveau national. On a organisé pendant quelques semaines des échanges. On a eu l'occasion de rencontrer à peu près 68 personnes, donc autour de 68 entretiens, que ce soit des directeurs d'EHPAD, que ce soit des experts en activité physique adaptée, des professionnels de la rééducation, ergothérapeutes, psychomotriciens, mais également masseurs kinésithérapeutes, les équipes d'animation, et puis bien évidemment les directions d'associations ou de structures spécifiques, experts prestataires en activité physique adaptée. Toutes les conclusions, vous les retrouvez dans le webinaire de restitution et je vous ai mis le lien et c'est tout à fait disponible sur le site. Vous avez le support de présentation et vous avez également le webinaire de restitution sur ces évolutions-là. Donc, on échange notamment sur les points forts du programme anti-chute, les points faibles et puis surtout des solutions apportées en lien avec des problématiques retrouvées. Et c'est bien ces solutions-là qui vont être exposées là dans le cahier des charges bien spécifique. Donc, on va démarrer sur le déploiement des programmes anti-chute grâce aux enseignants APA prestataires. Donc, il y a une enveloppe particulière qui est dédiée aux enseignants APA prestataires pour déployer ce programme anti-chute. La première chose, c'est qu'on élargit, rappelez-vous, sur les 3 dernières éditions, on avait restreint l'inclusion des résidents sur des GIR 3 et 4, avec exceptionnellement l'inclusion de résidents ayant un GIR 2, notamment à cause des problématiques de déclin cognitif. Grâce à vos retours, il semblerait que, il y ait de moins en moins de GIR 3-4 dans vos structures, finalement, qui soient d'autant plus motivés à pratiquer de l'activité physique. Et deux, il vous semblait plus que nécessaire d'inclure en fait des résidents en GIR 2, notamment pour les GIR 2 déambulants, et qui avaient encore des capacités à pratiquer en collectif. Donc, on les intègre cette fois-ci dans l'appel à candidature de 2026, tout en gardant en tête qu'il s'agit surtout pour vous, et ça c'est vraiment très important, de maintenir au moins 6 résidents par programme, avec un maximum de 12, ce qui est rarement le cas, mais l'objectif c'est d'essayer vraiment au maximum de maintenir ce niveau important de résidents lors des séances d'activité physique adaptée. Les évaluations, on passe cette fois-ci au même questionnaire. On reste sur un questionnaire sur la peur de chuter, qu'on vous fournit bien évidemment à chaque fois. C'est des cases à cocher en fonction des questions et des réponses que vous avez avec les résidents. Vous avez un score, c'est ce score qui nous intéresse particulièrement. Et puis, vous avez également une nouveauté aujourd'hui. On s'intéresse, alors la santé perçue, notamment par le questionnaire de Nottingham, qui ressemble beaucoup au SF36, a posé pas mal de problématiques dans la compréhension des consignes, hein. C'est aussi pour ça qu'on avait évité de mettre en place des questions en lien, en direction des résidents en GIR 2. Il s'avère que le questionnaire sur la qualité de vie QOL-ADNH, qui est spécifique pour des problématiques qui ont des troubles cognitifs, semble intéressant. Donc, c'est un nouveau questionnaire avec des questions un peu plus courtes qui s'intéressent particulièrement et qui a été validé scientifiquement sur la démarche de qualité de vie, notamment chez des résidents qui ont des problématiques cognitives. Et pas que d'ailleurs, hein. Ça s'intéresse aussi aux personnes qui n'en ont pas, bien évidemment. On passe aux tests de conditions physiques qui ont été également restreints. On reste sur un test d'équilibre dynamique qui est le Time Up and Go, que vous connaissez normalement, qui est utilisé normalement en pratique courante. De toute façon, ça reste normalement des tests fonctionnels en pratique courante. La force de préhension avec le grip test. Donc, il vous faut absolument ce type de matériel. Alors, différents modèles existent. L'objectif pour nous, c'est de récupérer en fait la donnée en kilogrammes. Et puis, un test de force des membres inférieurs par le 5 relevé de chaise. Donc, c'est donc la capacité de la personne à se relever 5 fois le plus rapidement possible.
Donc, cette batterie de tests, de 3 tests plus 2 questionnaires, doit être réalisée sur 5 sessions d'évaluation au début du programme, donc à l'inclusion du résident, puis à 6 mois, puis à 12 mois, puis à 18 mois, puis à 24 mois. Donc, 5 sessions d'évaluation. Ce qui est nouveau ici, c'est il y a 3 tests fonctionnels en moins, et il y a surtout une session d'évaluation supplémentaire, celle à 18 mois. Les séances, donc là, on est sur 2 ans de séances d'activité physique adaptée. Rappelez-vous, lors des précédentes éditions des appels à candidature, on était sur une première année d'activité physique adaptée, puis une deuxième année sans activité physique adaptée. Et donc là, grâce à vos retours, on est sur 2 séances par semaine sur la première année. Donc, en théorie, 104 séances, puis une seule séance par semaine sur la deuxième année, et en théorie, 52 séances. Les modalités de pratique, je vous ai mis juste en dessous, ça peut être des déplacements, ça peut être des activités physiques ou sportives ou artistiques, ça peut être de l'éducation à la santé par l'activité physique, ça peut être des exercices de mobilité, d'équilibre, de renforcement musculaire. Là, libre à vous, en fait, de faire bouger les résidents comme vous le souhaitez. L'objectif, c'est première année, 2 séances, deuxième année, une seule séance. Et en théorie, on est autour de 104 séances, et en théorie, on est autour de 52 séances. On garde toujours une thématique de sensibilisation à l'activité physique adaptée. C'est super important et ça a très bien fonctionné dans certains établissements, beaucoup moins dans d'autres. L'objectif vraiment, c'est d'essayer de présenter, et ça c'est important, hein, c'est ce qui a été euh, partagé dernièrement, c'est que le fait de présenter le programme anti-chute aux autres professionnels, aux résidents, aux familles, aux aidants, etc., ça permet de mieux, on va dire, appréhender le programme anti-chute et le type d'exercice physique qui va être réalisé pour les résidents. Vous pouvez tout à fait faire des sensibilisations, de la formation autour des bienfaits de l'activité physique, du maintien des capacités par l'activité, de comment lutter contre la sédentarité, etc., etc. L'objectif vraiment, c'est d'essayer d'impliquer le maximum de professionnels, parce que les professionnels du sport, qui sont les enseignants à pas, ne sont pas les seuls en fait à promouvoir l'intérêt du bouger. Il y a toute l'équipe d'animation, il y a l'équipe des soignants, l'équipe des paramédicaux. Et donc, cette mayonnaise, on va dire, qui va être créée par les professionnels en direction des résidents doit être super importante à mettre en place, notamment dans une thématique de réussite des programmes anti-chute. Et ça permet surtout de motiver les résidents. Cette motivation-là, elle est importante parce on a rencontré une stratégie compliquée d'inclusion des résidents qui, finalement, sur les 2, 3 premiers mois, participent de façon intéressante. Et à partir du 2e mois, du 3e mois, la participation chute énormément. Donc, cette thématique de motivation est plus que prégnante au sein des établissements. L'organisation schématique, donc on a, et vous le retrouvez également dans les cahiers des charges, l'inclusion, les évaluations en bleu, la première année avec 2 séances, la deuxième année avec une seule séance. Et donc, c'est cette organisation-là qu'il faut mettre en place. Une autre organisation, notamment, celle-ci m'intéresse particulièrement, notamment par l'export des données. Comme d'habitude, on va fonctionner par des échanges de fichiers Excel, des fichiers de suivi. Donc, à chaque fin d'évaluation à 6 mois, à 1 an, à 1 an et demi et à 2 ans, il est nécessaire que l'on puisse récolter et récupérer ces données-là. Elles servent à 2 choses, ces données-là. La première, c'est de vérifier le déploiement correct en fait, du programme anti-chute dans votre établissement et les difficultés que vous rencontrez. Donc, au moins tous les 6 mois, on échange sur le déploiement, ce que vous avez mis en place, comment et comment ça fonctionne. Et puis, tous les ans, à chaque fin d'année, un rapport d'activité. Donc, il y a les rapports d'activité des précédentes candidatures. Encore une fois, le fond et la forme vont être partagés par l'ARS, et que ce soit pareil pour les exports des données. Il y aura un fichier de suivi précis qui vous sera partagé si vous recevez une réponse favorable à votre candidature. Pour ouvrir un petit peu sur l'organisation temporelle, comme je vous disais, on a normalement à peu près 156 séances en théorie, donc 2 séances la première année, une séance la deuxième année. Ça, c'est la théorie avec une inclusion qui se fait dès le départ.
lors du premier trimestre 2027 notamment. Et puis, on estime qu'en théorie, les résidents restent motivés pendant l'ensemble du programme. En pratique, finalement, ce qu'on voit apparaître, c'est que l'inclusion des résidents, elle doit se faire finalement au fil de l'eau, parce que des résidents arrêtent pour différentes problématiques de santé ou de motivation. Des résidents, malheureusement, décèdent, et donc forcément, il faut les remplacer par d'autres résidents pour maintenir au moins 6 résidents à chaque fois dans chaque groupe. Ce qui est intéressant ici, c'est que si le programme démarre au premier trimestre 2027, le programme, finalement, l'année, on parle de date d'anniversaire, doit passer 1 an maximum, donc ça fait 1 an ici, puis on passe à la deuxième année pour refaire 1 an. On sait que souvent, il y a des dates qui ne sont pas faciles en termes d'organisation, de gestion de l'emploi du temps, etc. Et donc, on va se dire qu'au maximum, la première année peut s'étendre 1 mois après, donc ça veut dire sur 13 mois, et puis on passera automatiquement à la deuxième année à la fin de ces 12 premiers mois, voire du 13e mois. Si un résident est inclus au deuxième trimestre, voire au troisième trimestre, quoi qu'il arrive, le programme démarrera à la date d'anniversaire pour ne pas trop décaler dans le temps. C'est ce qu'on va éviter de mettre en place ici, c'est-à-dire un programme qui démarre très très tard avec des résidents qui sont inclus très très tard. Et finalement, le programme devait démarrer début 2027. Finalement, il démarre fin 2027 et il terminera beaucoup trop tard en termes d'analyse des différentes données. Alors, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est pas facile à maintenir, mais ça nous permet surtout, nous, de notre côté, d'être plus clair sur quand est-ce que le programme démarre, quand est-ce que le programme termine. Et c'est aussi plus facile, et ça a été remonté par de nombreux prestataires également, d'avoir un contrat de prestation plus simple en termes de durée et non pas en termes de séance. Donc, cette thématique-là, elle est importante. Elle vous sera demandée notamment dans votre dossier de candidature sur l'emploi du temps précis à prévoir sur ces 2 années de programme anti-chute. L'arbre décisionnel pour le déploiement du nombre de programmes. Les années précédentes, on vous demandait un nombre de programmes. Aujourd'hui, enfin, c'est vous qui demandiez un nombre de programmes. Aujourd'hui, on sait que pour que ça fonctionne correctement, un EHPAD peut demander un programme anti-chute s'il possède au maximum 59 résidents. S'il possède entre 60 et 89 résidents, il peut en demander 2. S'il possède entre 90 et 119 résidents, il peut en demander 3. Et s'il possède plus de 120 résidents, il peut en demander 4. Donc ça, c'est aujourd'hui la base et on vous demandera le nombre de résidents dans votre établissement et on vous demandera le nombre de programmes. Ça nous permettra également, lors de l'instruction, de vérifier si vous avez suivi correctement cet algorithme-là. Et le coût total d'un programme reste à 17 820 € sur 2 ans. L'enveloppe n'a pas changé. Ça veut dire que si vous demandez 2 programmes, on est environ à plus de 35 500 €. Donc, l'ARS vous donne une enveloppe de plus de 35 500 € pour le déploiement de 2 programmes. Et à vous, établissement, de vous mettre d'accord avec les prestataires sur l'utilisation de cette enveloppe et de l'organisation même du déploiement de ces programmes anti-chute. Cette fois-ci, on passe sur les enseignants à pas salariés. On est sur une thématique, cette fois-ci, de quotité de temps plein. On estime qu'un établissement, donc de 1 à 3 établissements, qui possèdent entre 120 et 240, donc c'est l'addition du nombre total de résidents que ces 1 à 3 établissements peuvent être mutualisés, c'est-à-dire un établissement porteur et 2 établissements partenaires. C'est exactement la même chose pour les programmes anti-chute précédents avec des prestataires en fonctionnant de la même façon de toute façon. Donc, des établissements ou un seul établissement qui possède entre 120 et 240 résidents peut candidater à une enveloppe financière pour le salariat d'un enseignant à pas à mi-temps, pour obligatoirement mission principale le déploiement de 4 programmes anti-chute et l'enveloppe, elle est de 49 000 € sur 2 ans. Si vous êtes un établissement ou si vous mutualisez avec d'autres établissements, maximum 2, donc un établissement porteur et 2 établissements partenaires, et que le nombre total de résidents dépasse 240, l'enveloppe peut être de 98 000 € pour le salariat d'un enseignant à pas à temps plein pour le déploiement de 8 programmes anti-chute. Donc cet algorithme-là, en tout cas cet arbre décisionnel-là, il est important à considérer et il vous sera demandé bien évidemment dans votre candidature.
Pour vous aider également dans l'organisation, parce que c'est aussi une remarque qui a été faite dans les échanges qu'on a eus avec les directions. Il semblerait que les enseignants à pas salariés arrivent mieux à trouver leur place si la fiche de poste est bien claire et transparente pour tous les autres professionnels. Donc, dans le cahier des charges, on vous propose une fiche de poste socle qui peut être tout à fait colorée en fonction des stratégies d'intervention professionnelle ou des différents projets que vous avez en cours. Donc, n'hésitez pas à vous en inspirer et à l'utiliser pour mieux définir les actions de l'enseignant à pas aussi par rapport aux autres professionnels. Si maintenant je fais un point sur les détails des éléments de la plateforme démarche numérique, donc on passe encore une fois sur démarche numérique. Enfin, avant c'était démarche simplifiée, ça a changé de nom, maintenant c'est démarche numérique. Donc on a le site internet, la page site internet où vous retrouvez toutes les informations. Vous retrouvez également l'enregistrement de ce webinaire ainsi que le support de présentation. Et ici, vous avez la page de démarche numérique qui vous permettra de candidater. Sur cette page, finalement, vous retrouverez dans la candidature un premier volet autour de qui sont les structures qui candidatent. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Est-ce qu'il y en a deux? Ou est-ce qu'il y en a trois? Donc, qui sont les structures prestataires et qui est la structure porteuse? Pour rappel, c'est la structure porteuse qui va recevoir l'ensemble des fonds et ensuite, c'est l'organisation de cette structure-là, de la mutualisation qui va permettre le partage des fonds. On a décidé, notamment par rapport au retour des professionnels qui avaient des soucis de communication, voire même des établissements qui avaient des problématiques de suivi des fonds ou de suivi des programmes anti-chute parce que le turnover professionnel était important, de vous demander au moins 3 professionnels responsables du programme anti-chute dans la structure porteuse et au moins 2 professionnels responsables dans les structures prestataires, ce qui nous fait 7 personnes au courant du déploiement des programmes anti-chute dans les structures qui ont mutualisé leur candidature. Puis on vous propose de choisir soit le déploiement de structures prestataires et pas partenaires, j'ai fait une erreur ici, les structures prestataires, donc des programmes anti-chute, donc là on demande 3 responsables, soit une candidature pour un enseignant à pas salarié, et donc on vous demande également le responsable hiérarchique de cette personne-là, le CV, l'emploi du temps, l'organisation financière, la fiche de poste et, in fine, la quotité d'équivalent temps plein. Troisième volet, on vous demande le nombre de résidents des structures qui ont mutualisé ou non d'ailleurs leur candidature et donc le nombre de programmes par structure que vous souhaitez déployer. Et puis vient la partie la plus intéressante pour nous dans les instructions, notamment avec l'ensemble des référents personnes âgées des délégations départementales de l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. On vous demande finalement les expériences passées en activité physique adaptée. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le maintien des résidents dans vos séances, la gestion des déplacements en séance, parce que ça a été une problématique souvent pour les prestataires, sur le qui amène les résidents dans les lieux de pratique. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est d'autres professionnels? Et ça vaut la même chose également pour les enseignants à pas salariés. Qui gère les évaluations? Qui organise les séances? Comment vous vous organisez pour le partage des données? Et ça, c'est un point aussi qui a été problématique cette fois-ci de notre côté. On est toujours en demande en fait de retour sur comment se passe le déploiement des programmes anti-chute. Et quand on se dirige vers les directions d'établissement, ils nous disent que c'est plutôt les prestataires ou les enseignants pas salariés qui ont développé ces programmes. Et quand on va en direction des prestataires, d'enseignants pas salariés, ils nous disent que tout a été transféré et que c'est les directions qui doivent nous renvoyer les informations. Donc là, on va vous demander une organisation très précise et on pourra faire le lien sur le sérieux en fait de ce partage de données en lien avec notamment la communication interne au sein des établissements. L'organisation des sessions de sensibilisation, c'est un point important également parce que on a remarqué que depuis 2023, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas eu l'occasion de mettre en place ces sessions de sensibilisation. Et au niveau statistique, quand on évalue un petit peu ce qui se passe, on remarque que plus les sessions de sensibilisation sont nombreuses et fréquentes, plus le programme anti-chute est déployé correctement.
On vous demandera également tout ce qui se passe en termes vos projets en termes de communication interne ou externe. Et ça, c'est toujours très intéressant de pouvoir connaître un peu votre politique et vos stratégies de communication. Et puis, l'enveloppe demandée spécifiquement, soit d'un côté pour l'enseignant à pas salarié, soit d'un côté pour les programmes anti-chute. Donc ça, c'est l'organisation de votre candidature sur démarche numérique. Vous pouvez retrouver également sur notre site internet les demandes de démarche numérique qu'on a pu exporter en PDF. Donc vous avez l'ensemble des questions qui vous sont posées. Et bien évidemment, plus vous serez précis dans vos réponses, plus ce sera facile d'instruire correctement votre dossier. Les prochaines étapes, je me suis permis de remettre l'organisation prospective de l'utilisation des crédits. Prospective dans le sens où, en théorie, on a cette somme d'environ 3 millions d'euros pour déployer l'ensemble des programmes anti-chute à partir de 2027. Bien évidemment, cette somme, elle n'est pas stabilisée. Et bien évidemment, en théorie, on est à 50% sur le partage de l'enveloppe pour le déploiement d'enseignants à pas en équivalent temps plein, soit 50%, soit 100%. Ou alors 50% de l'enveloppe pour les prestataires pour le déploiement d'environ 82 programmes anti-chute. Ce qui est certain, c'est que ce pourcentage-là, il pourra largement varier en fonction de la qualité des dossiers et puis évidemment en fonction de l'enveloppe globale qui nous sera évidemment attribuée à partir de début octobre. Quoi qu'il en soit, en théorie, encore une fois, on devrait pouvoir déployer environ 222 programmes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que un nombre de résidents important pourra justement pratiquer l'activité physique adaptée pendant au moins 2 ans en fonction de l'inclusion et des problématiques qu'ils rencontrent, bien évidemment. Le calendrier, il est disponible sur notre page internet et sur le cahier des charges. On a lancé l'appel à candidature la semaine dernière. On vous présente donc via ce webinaire les modalités précisées, bien évidemment, parce que c'est pas toujours évident dans le cahier des charges d'être le plus exhaustif possible, mais on a fait le nécessaire, notamment avec ma collègue Cassiopée Châtel, qui est également responsable de ce déploiement au niveau de la région, pour tenter d'être le plus clair possible. Date limite des dépôts le 17 juillet. Nous, de notre côté RS, on rentre en instruction et en commission de sélection, bien évidemment, jusqu'à la fin octobre. Et on vous notifiera aux EHPAD porteurs, bien évidemment, parce que c'est à eux qu'on fournit l'enveloppe, la notification d'allocation des crédits via une décision favorable ou défavorable de leur candidature. L'ensemble des EHPAD retenus sera disponible sur le site internet comme tous les ans. Et puis, on vous demande bien évidemment de déployer au premier trimestre 2027 l'ensemble de ces programmes anti-chute. J'ai normalement fait le tour. J'ai maintenu les délais de 30 minutes. Je vous propose de prendre la parole ou d'écrire directement vos questions. Pour prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et je vous permettrai d'ouvrir plus facilement vos micros. Je vous remercie. Alors oui, Madame Fabre. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais souhaité avoir un renseignement. Je voulais savoir si les structures, les EHPAD qui ont eu un financement de la part de la commission des financeurs de la prévention de l'autonomie, avec un prestataire, par exemple, pour faire des activités physiques adaptées, où il y a des séances qui sont financées. Voilà, je voulais savoir si on peut prétendre à répondre à cet appel à projet pour, par exemple, mettre en place d'autres séances ou des programmes anti-chute. Enfin, voilà, parce qu'il y a des choses quand même à développer au niveau de l'activité physique. Mais voilà, si on a déjà un financement en cours, je veux dire, de la commission des financeurs, est-ce que c'est possible ou pas du tout? Si, c'est possible, c'est tout à fait possible. Maintenant, il va falloir argumenter qui sont les résidents qui vont participer au programme anti-chute financé par l'ARS ou aux séances d'activité physique financées par la commission des financeurs. Donc ça, il va falloir être transparent parce que il va y avoir peut-être des conflits d'organisation, d'emploi du temps par rapport aux résidents et aux séances mises en place. Donc oui, c'est tout à fait possible sur argument.
Et bien évidemment, les collègues en délégation départementale sont tout à fait au clair sur qui a été sélectionné par les commissions des financeurs et l'organisation de ces programmes. Donc, on pourra aussi vérifier comment ça s'est passé, et quel type de financement et pour quel type de public, évidemment. Mais du coup, juste une question, est-ce que ça peut être le même prestataire, par exemple, qui intervient, par exemple, pour mettre en place des programmes anti-chute, ou vaut mieux que ce soit un autre prestataire? Parce que, enfin, Ça, c'est vous qui décidez, hein, en tant d'accord, qu'établissement. Nous, on n'a pas d'ingérence à avoir sur la communication que vous allez ou d'accord, votre expérience avec les prestataires. Vous pouvez tout à fait changer si ça vous chante. Vous pouvez tout à fait garder le d'accord. même si ça se passe bien. Au contraire, au contraire. D'accord. Ce qui m'a mis le doute, c'est parce que il y avait marqué dans le dossier, enfin, dans les critères d'exclusion, que des actions déjà financées sont exclues au niveau de la commission des financeurs. Enfin, il y a un mot comme ça dans le dossier, en fait. Ouais. Pour Ben, pas être c'est sûr. surtout, ouais, tout à fait. Effectivement, c'est peut-être pas assez clair, mais c'est surtout si c'est pour les mêmes résidents, en fait, Ah oui, d'accord. là où ça va coincer. Donc, je connais pas votre dossier pour la commission des financières, mais c'est pour ça qu'on vous demande dans votre dossier de candidature de bien argumenter sur l'organisation du déploiement des programmes anti-chute que vous souhaitez mettre en place. D'accord. Merci. Merci à vous. On peut passer aux représentants de la Croix-Rouge 87. Alors, c'est monsieur, madame Furet. Oui, bonjour, Christelle Furet. Bonjour. J'ai donc une question qui ressemble à la question précédente. Nous étions participants dans la première vague, celle qui a été initiée en 2024. Donc, on arrive au bout du programme. Est-ce qu'on peut recandidater ou est-ce qu'on a peu de chances d'être retenu? Non, non, vous pouvez. Alors, tout à fait. Alors, vous pouvez recandidater. Même ceux qui ont été financés dans la vague de 2025 peuvent recandidater, mais il y a une notion de priorisation qui va prendre la place en fait en fonction des dossiers de candidature. Donc, il n'y a pas d'exclusion des dossiers de candidature en fonction de l'établissement et en fonction du financement RS. Par contre, il y a une non-priorisation autour de ce type de dossier. D'accord. Ok, merci. Il y avait Madame Barraud, mais je pense qu'elle a baissé sa main. Peut-être qu'on a déjà répondu à sa question. Je vais voir dans les commentaires. Paul, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, vous avez répondu à une de mes questions, mais il y en avait une autre concernant le financement, le montant du financement de salariés APA. Oui, Vous êtes parti, si j'ai bien compris, d'un coût moyen pour un temps plein, 49 000 euros? c'est un. Alors, temps plein, 49 000 euros par an. Et donc, comme le programme dure 2 ans, ça fait 98 000 euros 118 sur 000, deux ouais. ans. Et un mi-temps, c'est 49 000 euros sur Ah 2 ans. ouais, ouais, tout à fait. Mais 49 000 euros en termes de, c'est pas forcément beaucoup pour trouver des APA. En tout cas, c'est la moyenne du financement qu'on nous a partagé lors des différents entretiens. D'accord. Euh, Après, effectivement, comment dire, on sait que en fonction des conventions collectives, cette somme-là peut varier d'un établissement à un autre, d'une convention collective à un autre. Maintenant, c'est tenter d'avoir, et ça a été bien évidemment échangé avec les différents responsables au-dessus de nous, avec Cassiopée, sur quelle est la somme qu'on va pouvoir donner, qui permet justement l'embauche en fonction des différentes conventions collectives. D'accord. Après, je sais que la situation financière des EHPAD est compliquée, mais J'allais vous le dire. il est tout à fait possible, il est tout à fait possible de mettre un petit peu de fonds propres dans ce type d'embauche, même si, bien évidemment, ce que je viens de dire au début de ma phrase reste d'actualité. Hmm. Ok, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Madame Mauge, docteur Mauge, Sabine. Vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui.
Le micro semble ouvert, mais on ne vous entend pas. Je me permets de passer à monsieur et madame Loitron, PMI 153. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, mon établissement a une partie plutôt importante de résidence-service et une petite partie d'EHPAD. Il n'y a pas du tout de minimum de lits pour participer à ce projet. Non, il n'y a pas de minimum de lit. Si vous mutualisez, en tout cas, ça peut être il n'y a pas de minimum par rapport à une mutualisation via des enseignants à pas salariés. Par contre, il y a un minimum de lits spécifique en lien avec le déploiement de programmes anti-chute par rapport aux prestataires. Et comme je le mettais précédemment, le minimum, c'est 60. Ah oui, Non, ok. moins de 60. Donc, moins de 60 lits, c'est un programme. Oui, bah là, ça serait tout à fait ça, en fait, Voilà. à vrai dire. Donc, après avoir la mutualisation, comment vous vous organisez avec d'autres établissements, mais voilà, en lien avec le maintien d'un nombre précis de résidents en GIR 2 à 4, on estime que 60 résidents dans l'établissement, c'est pas mal. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que le docteur Moge a réussi? Peut-être qu'elle a écrit, elle a écrit sa question. Oui, avec les tarifs, tout à fait. Donc, un programme, c'est 17 820 €. Donc, après, la multiplication correspond. Et puis, par rapport aux enseignants à part, on est bien sur 49 000 € sur 2 ans pour un mi-temps et 98 000 € pour un temps plein sur 2 ans. Je prends la question de Valérie. Sur le fait de maintenir un enseignant à pas au bout d'un an et demi en CDD ou CDI, bah là, l'organisation, elle est dépendante de votre organisation. Sur le financement, nous, l'enveloppe, ce qui est certain, c'est qu'elle n'est malheureusement pas pérenne. C'est des crédits qui sont non reconductibles. Donc, en fait, on ne peut pas faire autrement que de vous proposer cette initiative. Et là, c'est à vous de décider, en fait, sur votre organisation financière, bien évidemment. Et là, je n'ai pas de solution. Je pense que chaque établissement ou groupe a des solutions précises à apporter. L'EHPAD Les Sources sur une question. Ouais. Donc en fait, si je remonte pour mieux comprendre, on estime que. Alors voilà. Hop, juste ici. Il faudrait à peu près 60 résidents pour faire fonctionner correctement un programme anti-chute, notamment sur le fait on estime qu'il y a 80% de GIR 2 à 4 dans les établissements. C'est environ ce qu'on retrouve dans la littérature et également en fonction des différents rapports d'activité qu'on a analysés dernièrement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a environ moins de 50% des résidents qui s'intéressent au programme anti-chute et à la participation de ces programmes anti-chute. Donc, 60, c'est à notre avis, le bon chiffre. Donc, ça ferait 30 résidents enfin 60 résidents pour un programme. Donc 30 résidents potentiellement motivés. Sur ces 30 résidents, il y en a environ 24 en GIR de 2 à 4 qui sembleraient être intéressés. Donc oui, c'est ça. Donc quoi qu'il arrive, si votre établissement fait, et il y a un exemple qui est pris spécifiquement dans le cahier des charges, 100 résidents, ben, on vous refusera le déploiement de 4 programmes. Par contre, on pourra vous dire que vous pouvez tout à fait déployer 3 programmes. Et si vous n'êtes pas certain et que vous avez potentiellement un nombre de GIR 2 beaucoup plus important que ce qu'on retrouve dans la littérature, peut-être qu'il est plus intéressant de proposer 2 programmes et être sûr de ne pas avoir trop de problématiques de recrutement. Madame Jourdan.
Alors, je comprends pas bien. Si vous voulez développer X programmes anti-chute, à vous de collaborer entre 1 et 3 résidents, 1 et 3 établissements, pardon. Après, sur argument, et si on comprend bien votre projet et qu'il est suffisamment explicite, peut-être qu'on pourra travailler au cas par cas, mais l'objectif, c'est vraiment de suivre la candidature spécifique. Je vous remets. Hop là. Je vais présenter là. Encore une fois, les diplômes BPGEPS ne permettent pas d'avoir le titre d'enseignant APA. Donc, non, on ne passera pas par des BPGEPS, malheureusement. Et pour venir sur votre retour, Valérie, ça, moi, j'ai pas de solution en particulier. Il y a beaucoup d'établissements, enfin, il y a un établissement qui nous ont fait part du fait que 2 ans, c'était court pour un contrat et qu'ils auraient préféré 3 ans. Mais nous, en termes de suivi, c'est trop compliqué. Donc, on est resté sur 2 ans, notamment pour pouvoir comparer correctement les déploiements de programmes anti-chute sur cette durée-là, par des enseignants pas prestataires et par des enseignants pas salariés. L'objet, c'est d'essayer de mesurer, en fait, finalement, dans quel cas c'est plus intéressant de passer par des prestataires ou dans quel cas c'est plus intéressant de passer par des salariés. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et là, encore une fois, c'est l'EHPAD porteur, avec ses partenaires ou non, qui va décider, en fait, de l'organisation du déploiement des programmes anti-chute. Vous avez d'autres remarques, d'autres commentaires? N'hésitez pas à bien lire le cahier des charges, à télécharger la version PDF en fait, des questions qui vous sera demandée, qui est directement accessible sur le site internet de l'ARS, pour pouvoir travailler votre candidature en amont. Ce qui est vraiment important, et on l'a remarqué durant les différents appels à candidature, et notamment sur le déploiement des programmes anti-chute, c'est votre capacité de communication avec les prestataires, parce que parfois ça pose problème et ça vous met en difficulté, que vous soyez prestataire ou que vous soyez établissement. Et ça met aussi également en difficulté les résidents parce qu'ils ne comprennent pas trop le calendrier. Donc ça, c'est vraiment super important. N'oubliez pas qu'il y a la théorie et l'objectif de l'ARS, c'est bien évidemment de voir un peu ce qui se passe en pratique. Et depuis 2023, on a d'excellentes réussites dans dans les établissements. Et on aura l'occasion, et j'ai oublié de vous en parler, le 24 pardon, juin prochain à Bordeaux, on organise, donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine organise, avec l'aide du Gérotopole de Nouvelle-Aquitaine, une journée spécifique sur les programmes anti-chute. Donc, aura lieu le 24 juin prochain. Normalement, vous avez reçu dernièrement, ou vous allez recevoir toute la publicité en lien avec cette journée, qui va s'articuler sur une matinée sur justement l'intérêt de l'activité physique, mais aussi les grandes leçons du déploiement de ces programmes anti-chute, en analysant tout le travail que vous avez pu mettre en place depuis 2023, si vous l'avez bien évidemment déployé. Et puis l'après-midi, plutôt sous forme de groupe de travail autour justement des solutions à mettre en place. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre d'arrêter l'enregistrement et de tenter de tout faire pour le mettre à disposition sur la page internet de l'appel à candidature. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir.